Allez, respirez à fond. C'est Grand Air, l'émission de la montagne et des sports de pleine nature de Télé Grenoble. Et aujourd'hui, on va se questionner sur l'avenir d'un des sports les plus pratiqués en montagne, l'escalade, avec deux invités. Cédric Lachat, bonjour. Bonjour. Grimpeur professionnel, un Suisse établi en Isère depuis déjà un bon nombre d'années. À côté de vous, Guillaume Broust, réalisateur grenoblois. Bonjour Guillaume. Bonjour. Grimpeur également ? Amateur. Bon, pas le même niveau que Cédric, évidemment. Guillaume qui réalise beaucoup de films de montagne qu'on peut voir régulièrement, notamment aux rencontres ciné-montagne ici à Grenoble. Vous avez réalisé le film qui s'appelle Le futur de l'escalade, qui a été d'ailleurs présenté lors de l'édition 2025 des rencontres ciné-montagne. Un projet commun que vous avez mené tous les deux. Je crois que d'ailleurs l'idée de départ, c'est vous, Cédric, qui l'avez eu. C'est moi à la base qui est allé voir Guillaume parce que pour différentes raisons, j'avais envie de réaliser un film de ce type et je suis allé voir Guillaume pour qu'il m'aide à créer ce film. Alors c'était quoi justement l'idée et l'objectif de ce film qui est un peu particulier? C'est pas un film d'escalade comme on a l'habitude de les voir. Comme il y a de plus en plus de monde en falaise et que nos falaises elles sont de plus en plus menacées pour diverses raisons, je me suis dit faut transmettre un message. Et je suis allé voir Guillaume avec des idées. J'ai dit faut qu'on fasse un film, faut qu'on partage quelque chose, faut que je partage toute l'expérience de ma vie pour transmettre un message pour que les gens puissent faire les bons gestes et tout en falaise, justement pour pas que toutes nos falaises ferment et qu'on protège un peu notre milieu. Et petit à petit, moi je suis venu avec une idée assez mon réalisateur et Guillaume il a retravaillé un peu cette idée pour créer un film qui est plutôt drôle, sans donner une leçon de vie, mais plutôt à faire prendre conscience. Guillaume, quand Cédric vous a proposé le projet, je disais que vous avez l'habitude de faire des films d'escalade, mais on va dire des films traditionnels, on raconte l'ouverture d'une voie, un exploit, etc. Là, on est sur quelque chose d'un peu plus complexe. Ouais, c'est vrai que ça sort un peu des films d'escalade dont on a l'habitude de voir, qui sont très axés souvent sur la performance ou sur le dépassement de soi. Là, c'est carrément, on va dire même un documentaire d'investigation, parce qu'en fait, ça parle, on va voir des personnes, des athlètes connus, des grands sportifs, des institutions, pour leur demander en fait où en est l'escalade aujourd'hui. C'est vrai que quand Cédric Lachat est venu me voir pour en fait me parler de ce projet, je me suis dit oulala, c'est quand même assez bancal de faire un film très revendicateur sur qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire. Et du coup, en discutant avec lui, je me suis dit que ça pouvait valoir le coup de prendre un peu de recul et plutôt de donner une image globale de où en était en fait notre activité aujourd'hui, avec toutes les composantes qu'il peut y avoir, et après chacun se fait un peu ses propres solutions. C'est un projet qui a mis du temps à mûrir, plusieurs années pour arriver à sortir. Oui, on a écrit pendant quasiment un an. Enfin, on a fait recherche de financement et écriture en parallèle. C'est vrai que le projet évoluait beaucoup parce que notre sport évolue beaucoup. Et même les choses qu'on avait écrites au début, notamment sur le déconventionnement des sites, en fait, évoluaient tellement vite qu'au final, quand on a commencé, c'était déjà obsolète. Donc en fait, on l'a même carrément sorti du projet parce qu'on s'est dit on voulait pas que le film vieillisse trop vite. Donc on est plutôt resté sur l'aspect philosophique de l'activité et comment on pratique avec en fait toutes ces salles, notamment les salles privées qui évoluent à une vitesse grand V, les Jeux Olympiques d'un côté, et puis de l'autre côté, tous les enjeux autour des falaises et des sites naturels. Alors vous l'avez dit, vous avez misé aussi sur un des talents de Cédric, c'est l'humour, qui n'est pas le moindre de ses capacités. Regardez. Là, t'arrives, tu vois pas le trou. Du coup... Tac. Tac, bidoua. Paf. Quand tu veux viser juste, tu fais les deux traits. Parce que sinon, tu vises là, t'es jamais dessus. Là, c'est le petit doigt. Là, c'est le gros doigt. Là, c'est le milieu. Tu vois, c'est encore pas assez précis. Là, c'est pas mal. Ah, j'ai encore visé à côté. Ah, c'est bon, là. Bon, il y a un vrai talent d'acteur chez Cédric, ceux qui le connaissent le savent, mais il y a presque du Benoît Poelvoorde dans cette petite séquence. C'est très Benoît Poelvoorde, effectivement, je suis totalement d'accord avec toi. C'était un peu
C'était un peu la difficulté du film, essayer de le rendre drôle. Du coup, Guillaume, il me faisait un peu jouer le rôle du méchant. Il me donnait des scènes à faire et justement, ça rend le film vivant, sans que je donne une notion de vie, mais justement que moi, je montre en fait d'une manière rigolote. L'exercice d'équilibriste qu'on avait, c'est que évidemment, quand on pointe des sujets, bon là, c'est typiquement le coup de la Magnésie à Fontainebleau. En fait, on rentre sur qu'est-ce qu'on montre, comment on illustre, est-ce qu'on montre des vraies personnes? Et en fait, on s'est dit, ben en fait, non, il faut que le fil rouge soit Cédric, qui porte en fait la casquette du mauvais garçon, et qu'en fait, ça fasse rire les gens, mais ça fasse aussi nous questionner sur ce qu'on doit faire. Et évidemment, on est allé dans toutes les, on va dire, les difficultés dont les falaises sont contraintes. Et donc, il y a la magnésie, mais il y a aussi ben voilà, la pollution sonore, les parkings, les cacas, enfin voilà. Il le porte bien, hein, le rôle de mauvais garçon dans ce film. Il joue pas trop, en fait. Cédric, non, on a l'impression que c'est naturel. Là, justement, c'est la fameuse pause caca qu'évoquait Guillaume. Ça, c'est celle à laquelle je tenais parce que c'est vraiment un problème, même pas qu'en escalade, partout dans le sport de plein air. Donc, il faut savoir que là, c'est un lieu qui est réel. C'est-à-dire qu'en fait, c'est à Margalef, sur le parking, et c'est vraiment un champ de caca. Hein. Voilà. On a fait un petit mix des comportements que peuvent... Ça, vous l'avez vraiment fait dans votre vie, Cédric? je pense que plus jeune, ouais, c'est dur à dire, mais j'en avais un peu rien à faire. Ouais. Je passais où il fallait passer, quoi. Au plus court. Et au plus court, ouais. Ça aussi, c'est une vraie histoire, là, le coup des vaches et du crash pad, parce que quand on est allé en Suisse, du coup, ça était vraiment arrivé. Il y avait vraiment des gens qui avaient enlevé des barrières et les vaches s'étaient échappées. Ça, on l'a rejoué, évidemment. Le feu, c'est faux. C'est des petits travers qu'effectivement, si des spectateurs qui nous regardent ont l'habitude d'aller en montagne, on a tous plus ou moins... fait quand la situation l'exige. Ces petits travers, ils deviennent un peu plus problématiques quand la fréquentation augmente, ce qui est le cas pour l'escalade. Il y a vraiment une explosion. Vous le ressentez, vous Tout le long du film, j'essayais de transmettre comme message, c'est qu'avant, on faisait tout ça, c'était pas grave, on n'était pas beaucoup, ça se remarquait même pas. Mais maintenant, on est tellement, à la falaise, des fois, on est énorme. Les parkings, c'est blindé. Et en fait, le moindre petit geste a un impact. Et du coup, les choses qu'on ne remarquait même pas avant, rien qu'un petit papier qui tombe, avant, on ne le remarque même pas, et ça ne se voyait pas. Ben maintenant, ça a un impact énorme tellement on est. Et ouais, il y a une fréquentation énorme maintenant. C'est les salles d'escalade, Guillaume, qui sont la raison de cette surfréquentation sur les sites de plein air? Non, je pense pas, non. Et puis notre discours a aussi évolué au fur et à mesure de l'écriture du projet. C'est vrai qu'au début, on avait vite tendance à vouloir montrer du doigt, et évidemment, la réalité est beaucoup plus complexe que ça. C'est sûr que c'est pas du tout le transfert des salles à l'extérieur. Enfin, en tout cas, c'est pas ce que nous, on a vu et qu'on veut véhiculer. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a, pour moi, deux activités qui sont en train en fait de vivre de plus en plus en parallèle. Évidemment, c'est perméable, hein, mais parce que ça touche une autre communauté de personnes, c'est d'autres fonctions. Les salles sont en fait devenues des espaces de vie, hein, des tiers-lieux. C'est le gros tour de force qu'ils sont arrivés à faire dans les salles privées, c'est-à-dire qu'on ne fait même plus que de la grimpe. Ouais, on vient travailler, on vient écouter des concerts. Exactement, ils ont réussi à faire vraiment ce tour de force qui en fait des vrais lieux de vie, qui est bien. En fait, nous, on ne juge pas. Hein. Enfin, moi, je suis aussi un pratiquant de salle, évidemment. Et ça... Voilà, on avait envie plutôt de montrer où on était, et même au-delà de ça, de montrer aussi les nouveaux usages. Parce qu'en fait, quand on voit les boards connectés, les kilters, tout ce qui est... Quand on met les réseaux sociaux au milieu de tout ça, ça fait vraiment... là où on risque d'aller très prochainement. Ouais. On parlait des Jeux Olympiques tout à l'heure comme un des catalyseurs pour le développement de l'escalade. Alors c'est tout récent. À l'époque où vous étiez au très haut niveau, Cédric, vous auriez aimé que l'escalade soit aux Jeux Olympiques? Vous avez été champion du monde en 2002. Un titre olympique, c'est quelque chose dans une carrière d'athlète? Oui, bien sûr qu'on est... pourtant, ça ne change pas énormément entre un championnat du monde ou un championnat olympique, mais c'est un titre et moi j'aurais bien aimé y aller. C'était juste quand j'ai arrêté, c'était l'année d'après, donc j'étais plus capable. Et c'est sûr que le sport, la compétition, tout ce qui est derrière quand même, et on va dire véhiculé par la compétition, c'est ça qui dirige un peu le sens de l'escalade, par exemple. Tout ce qui se fait maintenant en compétition, ça crée une image pour ce qui se passe en salle, donc ce qui se passe chez tout le monde.
Et donc, forcément, ça déborde sur l'espace naturel, parce que l'essence même de l'escalade, c'est quand même d'aller grimper sur du vrai rocher dans la nature. Et c'est avec l'achat qui va me démentir là-dessus. Aujourd'hui, on en arrive à des cas où certains sites interdisent concrètement la pratique de l'escalade. Oui, c'est notamment les sites dont on était allé voir pendant notre tournage. On a voulu sortir un peu aussi de la France. On est allé en Europe, on va dire Italie, Espagne, Suisse, pour aussi nous extraire un peu du carcan français. Voilà, là, c'est des images, par exemple, à Meschia, qui est en Italie, qui a été un très, très gros site de blocs et qui, malheureusement, en fait, a fermé suite à des mauvais comportements et une surfréquentation. Là, c'est plusieurs endroits qui sont fermés ou en cours de fermeture pour différentes raisons. Hein. Ce n'est pas toujours les mêmes. Il y a de la protection faune flore. Là, on voit Espace Comboire. Là, c'est, par exemple, en Australie, les Grampians, où, en fait, ils rendent les territoires aux peuples indigènes. Donc, en fait, ça les fait fermer. Il y a des problèmes de parking. Il y a des problèmes de nuisance avec les propriétaires et notamment avec les autres usagers comme les chasseurs. Il y a pas mal de raisons en fait. Il n'y a pas qu'une seule cause et du coup il n'y a pas qu'une seule solution. C'est un peu aussi ça qu'on dit dans le film, c'est que les pouvoirs locaux et les communautés locales doivent se saisir des sujets. On n'a pas les mêmes enjeux quand on est dans les Calanques, quand on est à Fontainebleau ou quand on est aux États-Unis. Comment on ferme un site d'escalade concrètement? On enlève l'équipement, on met des barrières? Pas mal de possibilités. Souvent, c'est les propriétaires qui disent je ne veux plus que vous veniez sur mon terrain. Ça peut être des raisons. Hein. Mais là, soit ils interdisent l'accès, ils mettent des petits panneaux interdits. Ça peut aller plus loin, qui demandent aux équipeurs d'enlever les plaquettes ou les premières pour qu'on ne puisse plus grimper. Il y a plusieurs possibilités. Il y a interdiction et régulation. C'est-à-dire qu'à Fontainebleau, aujourd'hui, depuis récemment, ils ont interdit de dormir sur les parkings en forêt. En fait, on est obligé de quitter la forêt, qui est énorme, hein, c'est plusieurs hectares, parce qu'ils ont trouvé qu'il y avait des nuisances sonores liées en fait, à la van life. Dans les Calanques, il y a une restriction, alors plutôt sur les promeneurs, mais il y a un quota. Donc il y a des gardes forestiers qui font, il faut avoir son badge, et c'est ce qui se passe déjà maintenant aux États-Unis, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une régulation sur le nombre. Et puis, à un certain nombre de personnes, ils ferment. On connaît la queue pour monter à l'Everest, voire parfois au sommet du Mont Blanc. Est-ce que c'est le cas aussi? On attend son tour pour certains sites d'escalade? Ça peut arriver dans des sites où on doit faire la queue pour aller dans une voie. Où on va à un secteur et on dit on va pas grimper là aujourd'hui, c'est déjà blindé. Ça arrive. Mais ça, c'est des falaises connues. Donc, voilà. Et dans les salles parisiennes, c'est clairement le cas. Là, on fait la queue comme dans le métro. Hein. Alors, vous évoquiez aussi la cohabitation avec les habitants permanents de ces sites naturels. Il y a une petite séquence dans le film qui l'illustre très bien, on la regarde. Laisse-moi utiliser ton bac, là, c'est un repos. J'ai pas de rési. Bon, c'est assez parlant cette séquence. Quand je vois ça, moi, je trouve, du coup, on parle vachement de trouver des solutions, comment on peut agir pour avoir les bons gestes et que les falaises, elles ne soient pas tous fermées, pour que ça se passe bien, qu'on cohabite bien. Du coup, des fois, ils mettent, pour ces raisons, ils mettent des interdictions pour les oiseaux. Des fois, ils nous donnent des périodes. Mais c'est aussi, moi, de mon avis personnel, c'est aussi bien quand il y a des falaises où on n'a pas le droit d'y aller, qu'on laisse un peu de place à la nature. Parce que là, encore dernièrement, je suis allé dans un lieu très sauvage et j'ai vu en bas qui ont interdit d'équipement maintenant. Et j'ai vu qu'il y a plein d'oiseaux, qu'il y a plein d'animaux qui venaient dormir là et tout. Et je me suis dit, en fait, c'est bien que ce soit interdit parce que, en fait, sinon, ils vont où? Donc ouais, ces images, presque on n'aurait pas à grimper dans cette voie quand on voit ça, là. Parce qu'ils habitent là, en fait, aussi. Bon, puis il y a le bruit des grimpeurs. Certains crient quand ils grimpent. Alors, c'est pas votre cas, Cédric, hein. Ça, c'est rejoué aussi, ouais. Oui, j'imagine bien. Mais ça fait partie aussi de l'escalade. Il y en a qui ont besoin de crier pour aller chercher des prises et on peut comprendre que finalement, ça puisse avoir aussi un impact. C'est hyper dérangeant quand tout le monde crie parce qu'en fait, quelqu'un qui crie à un endroit, c'est super, mais quand on est 50 à la falaise et que tout le monde crie, déjà, c'est insupportable. Je trouve ça très égoïste. Encore c'est un avis personnel, mais on est plein. Donc, si tout le monde crie, on peut même plus discuter. Donc ça, c'est du point de vue entre nous. Et après, justement, il y a les autres usagers, il y a les chasseurs, il y a les animaux et tout. Mais en fait,
on n'est pas tout seul. Donc, avant, quand on était tout seul, c'était pas grave, un petit cri, mais maintenant on est trop, c'est de nouveau pareil. Vous pensez qu'il y a une prise de conscience du milieu de la grimpe, de justement ces nouveaux comportements à adopter, ou pour l'instant, ça n'a pas encore vraiment infusé? Je pense que ça arrive là. C'est très nouveau. Tout arrive d'un coup, tout va très vite. C'est très nouveau tout ça et ça va commencer à avoir une prise de conscience pour pas mal de choses. Ouais. Bon, le film devrait y contribuer aussi, je crois que c'était un peu l'objectif. Hein. Guillaume, on évoquait l'Italie ou l'Espagne pour des interdictions, mais chez nous aussi, à Grenoble, sur un site un peu emblématique, hein, la colline de Comboire, qui accueille des grimpeurs depuis des décennies. Là aussi, il y a une bulle de quiétude qui s'est créée pour protéger justement un couple de grands-ducs. C'est ça. Donc, c'est la LPO qui a repéré un couple de grands-ducs et donc ils ont mis en place un ENS avec une grosse interdiction. Hein. Je crois que c'est 150 000 € d'amende si on vous prend à grimper là-bas. Je parlais de régulation, c'est ce genre de choses qui est mis en place pour protéger aussi la faune et la flore locale. Et là, c'est emblématique, c'est un grand-duc, mais il y a plein d'autres espèces qui sont moins emblématiques et qui vivent aussi. Et c'est un peu tout le paradoxe de l'escalade en fait en falaise. C'est-à-dire que en fait, pour développer l'activité, en fait, il faut défricher des nouveaux territoires parce qu'en fait, ça crée des nouvelles voies. Aussi parce que les anciennes voies se deviennent en fait impraticables avec le côté patine en fait des voies. Et c'est le développement logique d'une activité. Et c'est vrai que le renouvellement des voies pose clairement question sur notre capacité en fait à défricher en fait comme ça la nature. Et je trouve que là-dessus, Eline, le ménestrel qui intervient dans le film, a une pensée qui est assez intéressante, où elle dit comment demain on doit valoriser la performance, en fait, notamment dans le très haut niveau. Est-ce que en fait, on va toujours aller chercher plus loin dans un milieu qui quelque part en fait est terminé, géologiquement qui est terminé? Comment en fait les sponsors, la communication, les athlètes parlent de leur sport en fait en voulant toujours plus et toujours plus de performance? Alors, vous l'avez dit, vous avez voyagé dans plusieurs pays pour réaliser ce documentaire. Les grimpeurs de haut niveau voyagent beaucoup. J'imagine que vous êtes allé grimper sur presque tous les continents. Cédric, ça aussi, ça a un impact carbone, ne serait-ce que dans un premier temps. Est-ce qu'aujourd'hui, les grimpeurs de haut niveau sont prêts à moins voyager? On évoquait Eline Le Ménestrel qui fait ses déplacements en vélo, mais est-ce que ça aussi, ça rentre un peu, un peu plus dans les mœurs? Je pense que ça change avec le temps, mais ça, c'est beaucoup de monde qui se disent bon, je vais pas prendre l'avion tous les week-ends, je vais plutôt faire un voyage, ceux qui peuvent se le permettre dans l'année, mais y aller longtemps. Et déjà, ça change parce qu'on se dit, mais en fait, il y a beaucoup de choses chez nous. C'est sûr qu'avant, on se posait pas ces questions. Hein. Moi, quand je faisais les compétitions, tous les week-ends, je prenais l'avion. Mais maintenant, on se les pose. Et je vois que les autres, tout le monde se les pose. On se les pose aussi dans le milieu de la réalisation des films de montagne. Oui, alors Guillaume. c'est vrai que c'était un souhait de ne pas voyager en avion pour ce projet-là. Donc en fait, toutes les images que vous voyez, c'est des images qui ont été achetées. Avec les connexions qu'on a, en fait, on a essayé. On voulait quand même montrer en fait la beauté de ce que peut être en fait l'escalade en rocher. Notamment là, il y a des images en Tasmanie, en Nouvelle-Zélande, à Madagascar, mais évidemment, on voulait pas y aller. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles on n'est pas allé aux États-Unis, parce qu'on se disait parler d'un film d'écologie et puis prendre l'avion pour aller filmer pendant 10 jours, ça nous paraissait un peu pas hyper cohérent. Donc en fait, on est resté plutôt local, mais en achetant aussi beaucoup d'images. Bon, il y a une solution qui est évoquée quand même dans le film pour réduire l'impact carbone des grimpeurs. C'est celle-là, Cédric. C'est sûr que ça, ce ne sera pas ma solution parce que c'est un peu compliqué pour moi le vélo. Donc, mais j'ai acheté un vélo électrique depuis. Ah oui. Parce que là, Guillaume, il m'a vraiment fait souffrir. Je me suis dit, ça va pas du tout. Et à la maison, non, mais là, dans le Royan où je vis, là, c'est en vélo électrique. Je peux aller aux falaises à côté. C'est vraiment pratique. Donc, après, je ne ferai jamais comme Eline, traverser la France en vélo pour aller grimper. À ce moment-là, je change de sport, mais ça, c'est personnel. Ça reste très marginal quand même. On a quand même la chance dans le bassin méditerranéen, que ce soit en France, en Espagne, en Italie, d'avoir quand même beaucoup de falaises. On peut pas dire ça dans tous les pays du monde, mais en fait, en tout cas, nous, l'Europe méditerranéenne, on a quand même beaucoup de falaises. On a quand même de quoi faire très proche de chez nous. Et d'ailleurs, il y a des initiatives à Grenoble là, qui ont été faites pour proposer des topos dans le bassin grenoblois où on peut en fait grimper avec les transports en commun ou en vélo. Et je trouve ça, c'est le genre de petite pierre qui fait que ça fait avancer aussi.
Alors, vous évoquez aussi une autre facette nouvelle dans ce milieu de l'escalade depuis quelques années, c'est les réseaux sociaux et l'impact que ça peut avoir sur la pratique et sur la surfréquentation. Alors ça, c'était clairement un sujet dont on voulait s'emparer, qui nous semble très intéressant et très important. C'est notre capacité à suivre en fait le mouvement. Et d'ailleurs, on peut en parler en escalade, mais en fait, en ski de randonnée, en surf, en fait, il y a beaucoup d'autres sports qui répondent à cette même logique. À savoir, en fait, vu que l'escalade, c'est un peu un sport à conditions, c'est un peu comme le ski. En fait, dès que les conditions vont être bonnes, en fait, via les réseaux sociaux, les gens vont se ruer sur en fait des lieux. Et du coup, ça en fait, c'est pas ce qu'on dit dans le film, c'est que c'est pas une fréquentation forte tout au long de l'année. Par contre, il va y avoir des pics de fréquentation qui vont être notamment liés aux conditions et qui, du coup, en fait, vont poser des problèmes à des moments précis. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends l'exemple de la Catalogne en Espagne, là, c'est maintenant où ils sont vraiment dans le chaos, quoi. Parce qu'en novembre, décembre, c'est des bonnes périodes pour grimper. Et donc là, il y a 10, 20, 30 000 grimpeurs qui peuvent venir, tandis qu'en été, il n'y a personne. Mais ça aussi, c'est un peu notre rôle en tant que communicant et athlète, de qu'est-ce qu'on dit et comment en fait les gens sont drainés pour aller sur des sites et qui en font des problèmes. Vous postez beaucoup, Cédric, vous êtes devenu un grimpeur 2.0 ? Moi je suis un vieux, hein. Avant je mettais pas mal de posts, maintenant j'en mets plus parce que ça m'énerve, mais ça c'est personnel, mais je l'ai vécu cette histoire J'ai communiqué sur une voie dure dans le Vercors. Ensuite, tous les petits jeunes sont arrivés. Et très, très vite, ça fait des posts dans tous les sens. C'est venu une falaise à la mode. Et c'est arrivé, il y avait plein de voitures parking sur le parking. Et l'année d'après, ils ont fermé l'accès au parking. Le propriétaire a dit stop, il y a trop de monde. Donc, un post peut très vite faire fermer une falaise. Donc, maintenant... En tout cas, dans le Vercors, nous, quand on fait des posts, on marque ce qu'on a fait et tout, mais on ne dit plus où. Et il n'y a pas une pression quand même des sponsors? Vous êtes un professionnel de l'escalade qui vous demande d'être présent sur justement ces nouveaux moyens de communication sur les réseaux sociaux? Les sponsors, en fait, ils suivent. En fait, on critique toujours les sponsors. Moi, j'étais le premier à me mettre la pression avec ça, mais c'est Eline qui m'a, encore une fois, me fait rendu compte de quelque chose. C'est les sponsors, ils suivent la cadence, tout simplement. Donc, si nous on vend quelque chose aux sponsors, les sponsors ils vont suivre qu'est-ce que les gens veulent, qu'est-ce qui se vend. Donc en fait, c'est nous les chefs, c'est pas les sponsors, c'est à nous de décider et eux ils suivront. Donc en fait, j'ai envie de dire l'avenir il est entre nos mains. Et ces réseaux sociaux, je vois, c'est vraiment un danger quand on publie un post, que tout le monde vienne là, c'est la même chose en montagne. Un jour quelqu'un a fait quelque chose en montagne, le lendemain il n'y a plus les condis, mais par contre il y a tout le monde. Oui, parce qu'il y a le poste qui a fait l'effet. Donc ça doit. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus utiliser les réseaux comme on le faisait avant. Il faut qu'on réfléchisse quand on met des posts. Alors, au final, justement, sur cette réflexion, le film, Guillaume, pose plus de questions qu'il apporte de réponses, à part peut-être le vélo pour monter au col du Coq, mais encore, c'était le but, ou vous n'avez pas osé aller aussi loin pour pas peut-être fâcher la communauté des grimpeurs? Non, alors on donne quelques éléments de réponse, mais par contre, c'est comme je disais, c'est vrai que vu que chaque lieu a sa spécificité, c'est compliqué de donner une bonne méthode, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes enjeux suivant les lieux. Donc on voulait plus donner en fait une image globale, à un instant T de qu'est-ce que l'escalade, et que les gens après s'approprient en fait et discutent. Et souvent c'est ce qui se passe avec le film, c'est que quand on l'a regardé, ça lance des discussions, ça lance des débats, et c'était vraiment le but, plutôt que de donner des solutions toutes faites, mais qui finalement marcheraient pas dans d'autres lieux. Et d'ailleurs ça a été une grosse frustration du film en tant que réalisation, c'est-à-dire que résumer en 1 heure toute la richesse et la complexité de l'escalade que fait notre sport, que ce soit évidemment sur l'escalade en milieu naturel, mais aussi les ouvertures de salles, comme je disais, la gestion de la performance, l'olympisme, la compétition, ça faisait énormément de sujets. Et le problème un peu qu'on a eu, c'est qu'en fait on survole beaucoup, parce qu'en fait on a envie de tout parler. Et moi, en tant que dans le montage, à chaque fois on disait ce sujet-là il est super intéressant. Comme par exemple l'ouverture, on pourrait en parler pendant 1 heure, l'ouverture des nouvelles voies, ou même les ouvertures maintenant qu'ils font en salle, qui sont très différentes, de plus en plus différentes de ce qui se fait à l'extérieur, les ouvertures dites de coordination. Mais en fait, c'est des sujets dans le sujet, et en fait, on ne voulait pas trop s'éparpiller, donc on a
survoler beaucoup de sujets, mais qui permettent de lancer des débats. Bon, en tout cas, ça donne une belle idée, effectivement, de l'état de l'escalade aujourd'hui, et puis quand même des perspectives. Ça s'appelle Le futur de l'escalade. C'est diffusé régulièrement sur Télé Grenoble. Je vous invite à regarder le programme, notamment de nos soirées montagne du dimanche à 21h, qui se trouve sur le site internet, et vous verrez passer la programmation dans les prochaines semaines. Il sera aussi en accès sur internet dans quelques temps, une fois qu'il aura fait la tournée des festivals. Oui, voilà, donc pendant 1 an, il est en festival, donc il est disponible en VOD et sur Télé Grenoble. Et après, le but, c'est quand même de le rendre accessible au plus grand nombre. Du coup, fin d'année, il sera disponible. Et je tiens aussi à souligner qu'on a vraiment des très très belles têtes d'affiche qui parlent dans le film. On n'en a pas parlé, mais voilà, il y a Chris Sharma, Dave Graham, Julia Chanourdi. Il y a vraiment des grands noms qui ont prêté. Marc Le Ménestrel, Alex Hubert, Edou Marine. Donc il y a vraiment beaucoup de gens dont on est allé voir et qui donnent aussi leur parole à ce film. Et puis la guest star, évidemment, c'est Cédric Lachat, le Benoît Poelvoorde de la Grimpe. En tout cas, je vous conseille, si vous avez l'occasion de le voir, de vous plonger pendant 1 heure dans ce futur de l'escalade. Cédric, vous ne faites pas que grimper, vous aimez aussi descendre dans les entrailles de la Terre. Alors, même s'il y a des techniques un peu communes, ça a quand même le grand écart entre l'escalade en falaise au soleil et puis les gouffres où on évolue dans le noir, le froid, l'humidité. Qu'est-ce qui vous plaît dans la spéléo ? La spéléo, pour moi, j'en ai toujours fait en parallèle depuis enfant, hein, mais c'est déjà, il y a quelque chose qui se rapproche de l'escalade, c'est qu'on va au bout de nous-mêmes dans l'effort. Donc quand on va très loin en exploration, on est quand même en challenge avec nous-mêmes. Et ça, on peut retrouver un point. Mais la vraie raison, c'est l'inconnu. C'est en fait, qu'est-ce qu'il y a ? Et on cherche toujours cet inconnu et on n'arrive pas à s'arrêter. Même quand on a plus envie, qu'on est à bout de force, on y retourne alors qu'on se demande qu'est-ce qu'on fait là, parce que qu'est-ce qu'il y a derrière ? C'est le seul endroit sur Terre où on ne sait pas, en fait. Moi, je pensais que c'était les conditions, l'humidité qui vous plaisait dans cette discipline. Non, je m'en passerais, évidemment. Hein. Non, c'est vraiment... c'est cet inconnu. Cet inconnu, je trouve, c'est fou. Et on est à quelques centaines de mètres du sol, donc c'est l'inconnu à portée de main. Guillaume, la spéléo, oui, non Si, d'une manière pareille, amateur, j'avais fait un film sur le gouffre berger. Donc je suis quand même descendu à la salle des 13. Ça va être à moins 500, j'imagine. Ouais. Donc voilà, j'ai mes petites expériences, mais non, c'est pas quelque chose qui me... J'aime bien, mais quand on est coincé, alors voilà, ça c'est les côtés pratiques. C'est pas le rêve pour un réalisateur. De la réalisation, voilà, ça c'est Alex Lopez là, qui est dans le dur. Alex Lopez avec qui on a tourné, qui a monté le film avec moi, avec qui on tournait beaucoup d'images, qui est... Voilà. Là, on peut dire qu'on est au summum de ce qui se passe en fait en réalisation de films extrêmes. C'est notre quotidien, que ce soit dans la montagne, dans la neige, dans la tempête, en grande voie ou en spéléo. Voilà, c'est pour ça qu'on fait des films, c'est pour se retrouver dans ces conditions-là. Là, j'avoue qu'on est à 1000 mètres sous terre de l'entrée. C'est quand même très très compliqué, les conditions froides, humides, tout ce qui se passe là-dessous pour nous. Et là, pour Alex, de sortir encore les caméras, prendre le temps, filmer, c'est quand même... Là, j'ai quand même ses respects, quoi. Oui, puis un réalisateur, il aime bien avoir de la lumière, là, sous terre. C'est compliqué. Non, je pense que c'est ce qui se fait de plus extrême en termes de prise de vue, la spéléo. Ouais. On était dans le gouffre berger, qui se trouve à quelques kilomètres de Grenoble, dans le Vercors, qui est un gouffre reconnu dans le monde entier, notamment parce que c'est la première fois où des spéléologues sont descendus à moins 1000 mètres. C'est un peu l'Everest de la spéléo. Alors, c'était dans les années 50, Cédric ? C'est l'histoire de chez nous, hein. C'est le premier moins 1000. C'est là où Fernand Pels, il a créé le matériel. Il a créé Pels, parce qu'il a créé le matériel pour pouvoir descendre et explorer ce gouffre. Donc, c'est un petit peu l'histoire de chez nous et du matériel. L'escalade doit beaucoup finalement à la spéléo, ne serait-ce que par cet aspect développement du matériel. Au niveau du matériel, oui, c'est sûr. Tout a commencé par là, en fait. Ce qui se passait, c'est qu'ils produisaient le matériel dont ils avaient besoin le week-end d'après.
Donc en fait, souvent, ils ont en fait adapté des techniques de cordes qui n'existaient pas. En fait, au début, ils mettaient des échelles. Ils se sont rendus compte que les échelles, ça devenait compliqué. Et en fait, c'est pour ça qu'ils sont venus aux cordes et que du coup, Ferdinand Petzel a inventé les premiers bloqueurs, les premiers descendeurs, etc. Alors là, on voit le gouffre Berger qui est situé sur le plateau du Vercors, à vue du bassin grenoblois, qui est un gouffre très profond, plus de 1000 mètres, et très labyrinthique, j'ai envie de dire, quand on voit ces images. Il y a beaucoup de galeries. C'est assez direct le chemin, donc c'est un grand tunnel, mais même s'il y a plein de galeries, il y a quand même 32 km de réseau, je crois, en tout. C'est pas comme la Dent de Crolles où on se perd à chaque carrefour, mais il y a quand même beaucoup de galeries, ouais. Et c'est vrai qu'en bas, en tout cas, il y a encore un gros inconnu où on peut potentiellement trouver encore des kilomètres et des kilomètres, et une rivière souterraine qu'on ne connaît pas, et là, on est encore en recherche. Bon, alors vous aviez, il y a quelques années, passé beaucoup de temps pour essayer de relier ce gouffre Berger à un autre gouffre qu'on voyait sur ces images, celui de la Fromagère. Ils sont voisins et il n'y avait pas forcément de jonction entre les deux. Alors non, et pendant le film, j'ai vraiment pensé qu'on n'arriverait jamais à jonctionner ces deux gouffres, qui étaient à la base une idée un peu challenge. Et en fait, quand on remarquait qu'en entrant par ce gouffre, on était au plus profond du Berger beaucoup plus rapidement. Mais moi, ça m'a permis de comprendre qu'on pourrait explorer toutes ces zones inconnues beaucoup plus facilement et plus rapide. Et au final, après longues recherches, on a trouvé justement cette jonction qui nous a demandé un gros travail et qui est en cours et qui va maintenant nous permettre d'aller explorer toute la suite. Vous y avez passé énormément de temps, jusqu'à dormir sous terre, organiser des bivouacs dans ces entrailles du Vercors. Ça fait 14 ans que j'y suis à chercher. Ouais, donc vous avez pu construire votre petit hôtel. Et en bas, on a quand même un gros bivouac. On y va. Maintenant, on descend pour 3 jours quand on y va. Parce que le temps de descendre, de faire les explorations, de remonter, il faut rester en bas. Bon, donc... Il y a plus confort, évidemment, mais ça marche. Ouais, ça donne envie. Ça donne envie, ce style de vie. Le film qui raconte un peu toute cette aventure a été projeté il y a 2 ans. Donc on rencontre Ciné Montagne. Il se terminait sur un échec, parce que malgré votre ténacité à toute l'équipe, on n'arrivait pas au bout. Comme quoi on peut faire un beau film, puisqu'il a été primé par le public sur, à l'époque, ce qu'on pouvait considérer comme un petit échec. C'est souvent mieux, l'échec que du succès. Enfin, en termes de réalisation, souvent ça marche mieux, ça rapproche le public. On était quand même ambitieux de trouver ça pendant le film, mais on y était presque. C'est fou, parce qu'on y était presque. Vous avez d'ailleurs découvert des endroits, comme on voit là sur les images, où personne n'avait jamais été. Ah, mais là en bas, tout ce qu'on a exploré pendant le film, personne n'avait mis ses pieds là en bas. Donc on s'imagine comment, à l'époque, quand le Vercors était moins élevé, comment l'eau passait, à l'époque glaciaire, c'est fou. On suit le chemin de l'eau et on découvre des nouvelles galeries, on comprend tout un raisonnement hydrologique, donc c'est hyper intéressant. Dans le film, j'étais resté sur l'idée que, c'est bon, on n'avait pas trouvé, vous en aviez un peu marre et vous alliez passer à autre chose, et puis vous y êtes retourné. Comment ça s'est fait En fait, physiquement et mentalement, c'est tellement dur. On a besoin de temps et d'oublier des fois. Donc là, il s'est passé un peu de temps. Et après, quand on a revu des images de la GoPro de Manu Tessan qui plongeait le siphon, à chaque fois qu'on faisait des petits arrêts sur image, on voyait un petit peu au fond un petit trou dans l'eau. Parce qu'il est juste passé une seconde avec la GoPro et on arrêtait et on s'est dit, mais il y a quelque chose. Et c'est là, après, on s'est dit, non, mais de nouveau, cet inconnu, se dire, non, mais attends, il y a quelque chose. Cet inconnu, il fallait voir. Et on est allé, on a vidé le siphon. C'est quand même des milliers de litres. Comment on fait pour vider un siphon? On a amené un grand tuyau tout en bas, très très long, avec une pompe qu'on a amorcé et on l'a laissé se vider pendant 2 semaines. Et on est retourné après et notre histoire, ça avait marché. Et après, on a vu qu'il y avait un petit passage et on a agrandi justement pour pouvoir passer. Et on est arrivé à cette scène qui n'est pas dans le film, mais que vous avez quand même publiée sur les réseaux sociaux. La suite est derrière. Et qu'on va regarder. On a creusé tout ce tunnel. Tout ce tunnel. Et maintenant, on peut y aller. Là,
c'est le berger. Regarde. Hop, tu frottes. Berger. Frotte. Non. Non, t'es sérieux? Ah, c'est ouf. Non. Bienvenue dans le berger. C'est énorme. Voilà. Putain, c'est fait. Là, c'est fait. On est dans le berger. C'est 8 ans, fatigant, donc c'est une très très belle récompense. C'est incroyable. Et c'est que le début. Bon, c'était le 28 décembre 2024, C'est il y a 2 ans, ouais. Ouais, entre la dinde et le foie gras, quoi, en gros. Ouais, exactement. Vous êtes des acharnés, là. Il faut toujours trouver le créneau où on a Ah bah. une météo pour descendre là en bas, parce qu'on est obligé d'avoir des belles météos. Et Pourtant, on voit pas le soleil au fond d'un gouffre. Non, mais il faut pas qu'il pleuve. Et du coup, là, ça repoussait. Et c'était fou de trouver ça. On a quand même 2 réseaux gigantesques qui jonctionnent par ce tout petit trou qui était dans l'eau. C'est quand même dingue, quoi. Bon, bah, maintenant, la jonction est faite. Ce n'est que le début, dit Léa Varnereau à la fin de cette séquence. Il y a encore des choses à explorer. Et là, maintenant, c'est que le début d'une longue exploration qui probablement ne va pas s'arrêter à ma génération. Donc, il y en a encore pour quelques années. Bon, puis là, il n'y a pas de problème de surfréquentation ou de réchauffement climatique en tout ce qui concerne la spéléo pour l'instant. Donc, il y a encore des belles choses à faire. On suivra ça. Hein. Le film, d'ailleurs, On a marché sous la terre sans cette jonction est diffusé régulièrement sur Télé Grenoble également, grâce à Alex Lopez qui nous l'a mis à disposition. Donc, vous pouvez le retrouver sur notre site internet dans l'onglet montagne avec la programmation de ces soirées du dimanche 21h. Guillaume, puisqu'on parle de films de montagne, vous travaillez sur un nouveau projet, là dans le domaine de l'alpinisme. Voilà, donc j'ai été du coup contacté par Lise Billon, qui est une grande alpiniste française. C'est une des rares françaises à avoir reçu un piolet d'or, hein, qui est vraiment la distinction suprême dans le monde de l'alpinisme. Très rare, ouais. Et du coup, qui avec ses compatriotes, du coup, Fanny Schmutz et Maud Van Poel, sont allés en fait faire la voie du anciennement le compressor dans le Cerro Torre, donc l'année dernière. Donc elles ont signé la première ascension féminine de la voie, qui est un gros dossier, hein, parce qu'en fait il n'y a pas eu tant de cordées de ça qui l'ont fait. C'est une voie qui est quand même assez engageante et avec des conditions autour qui en font quelque chose d'assez peu répété. Et elle est venue du coup pour me proposer de faire un film et donc qui parle de cette ascension, mais aussi qui parle aussi entre les lignes de la place de la femme dans la montagne, d'une manière plus générale. Donc c'est aussi un bel exercice d'équilibriste comme je les aime, parce que c'est, voilà, comme Cédric, hein, c'est toujours pas simple de s'emparer de ces dossiers-là sans tomber de l'un ou l'autre côté de la pente. Donc voilà, là on voit en exclusivité des images en fait du projet. Donc Lise, elle connaît très très bien, hein. Elle y va chaque année en fait en Patagonie, donc c'est quasiment sa 2e maison. Elles avaient buté déjà une fois ou deux, et puis voilà, l'année dernière elles ont eu toutes les conditions réunies, donc là c'est le Fitzroy, hein. Et puis elles ont pu faire cette voie qui est majeure, qui a aussi un bel historique, je veux dire un grand historique, parce que c'est une voie qui a été en fait équipée par Cesare Maestri dans les années 50. Où ça a fait déjà une grosse polémique à cette époque-là, où il avait mis en fait une échelle de piton du bas jusqu'en haut. Voilà, la conquête du sommet à tout prix et par tout moyen. D'où l'idée du compresseur qui permettait de Et donc il avait amené un compresseur à l'époque dans la voie qu'il a laissé au sommet, donc c'est pour ça que ça s'appelle la voie du compresseur. Il y a encore le compresseur qui est 50 mètres sous le sommet. Cette voie-là, qui est quand même une ouverture magnifique, hein, il faut pas le nier, qui a été en fait, du coup, il y a eu pas mal d'histoires. Il y a eu donc Kirk et Kennedy en fait qui ont réussi à l'enchaîner, donc by fair means comme on dit, et qui ont enlevé les pitons en redescendant, donc ça a fait gros scandale. Ils sont allés en prison pour ça. Derrière, David Lama a réussi à l'enchaîner en fait en libre, donc sans point d'arrêt. Sauf que les caméramans ont remis des pitons pour filmer, donc gros scandale. Bon bref, c'est une histoire qui est assez chargée comme ça, un peu de
de conquête un peu assez virile et masculine, on va dire. Et donc voilà, comment les filles en fait s'intègrent là-dedans et réussissent cette voie-là. Alors vous n'étiez pas là le jour de leur première. Comment on fait en tant que réalisateur pour faire un film auquel on n'a pas, entre guillemets, assisté ? Oui, alors c'est quand même souvent le cas hein, dans les films, on va dire, d'expédition d'Himalaya ou même là en Patagonie. Souvent, le réalisateur n'est pas sur place. Hein. Voilà, c'est des conditions qui sont quand même assez engagées. Donc en fait, là dans le cas du projet de Lise, en fait, que j'écris avec elle, parce que c'est vraiment elle qui a envie de parler de ça. Donc c'est vraiment un film de Lise Billon. Et du coup, elle me donne les images, on voit ce qu'on a, et puis en fait, on écrit l'histoire autour. Moi, je retourne certaines images. Là, on est allé à Cham pour faire un peu les portraits, pour aussi aller voir les filles. Là, c'est la marche d'approche du Cerro Torre. Voilà, on essaye d'écrire l'histoire autour de ça, qu'on écrit en fait à quatre mains avec Lise et aussi avec Hervé Baudot qui nous aide sur l'écriture. Et puis, c'est vraiment elle qui avait envie de parler de tout ça. Je pense qu'elle est aussi mieux placée que moi pour parler de tout ça. Donc voilà, moi je l'aide au niveau de la réalisation. C'est un film qui est en cours de réalisation. Il sera terminé pour 2026. C'est quoi l'objectif ? Oui, alors là, on est encore en recherche de financement parce que le contexte actuel fait que c'est compliqué de faire des films de montagne. Donc, on cherche encore un peu à boucler le budget. D'un autre côté, on a aussi une partie qui va être de l'animation. Donc, parce que le film s'appelle Chimère Patagone. Et vraiment, Lise, ce qu'elle veut pousser, c'est la quête de la chimère, la quête chimérique, que ce soit dans la voie, dans l'alpinisme, mais aussi la quête des femmes, d'une manière générale. Donc, il y a plein de ponts comme ça qu'on est en train d'écrire. Et le film sera disponible l'année prochaine si on arrive à le boucler, aux rencontres du cinéma de montagne également. Des mécènes, ça peut être une solution. On sait que c'est une économie compliquée, hein, le film de montagne. On sait qu'on peut défiscaliser, par exemple, pour les tableaux, les œuvres d'art. Est-ce que ça peut être la même chose pour Il y a des choses qui se font. Ouais, le mécénat est complètement possible pour ça. Évidemment, donc là, on a une partie qui est faite en financement public et une partie en sponsor privé, hein, donc les sponsors de Lise, mais totalement, on peut en termes de mécénat, voilà, il ne faut pas hésiter à nous contacter si vous aimez ce genre de projet et que vous aimez ce qu'on fait et puis que vous avez envie de partager l'aventure avec nous, il n'y a aucun problème. Ouais. Ah, puis de soutenir une cordée féminine de très haut niveau. On espère que Chimère ne sera pas que de Chimère et qu'on pourra... C'est aussi un peu une chimère de la réalisation. Et qu'on pourra découvrir également ce film. Pour finir, j'ai 3 livres à vous présenter qui viennent de sortir. La Bible de l'escalade, je ne les ai pas choisis au hasard, Cédric, c'est signé Stian Christoffersen pour prévenir et gérer les blessures. Vous avez souvent été blessé dans votre carrière, Cédric Lachat ? Pas vraiment lié à l'escalade. Non ? D'autres choses ? Plutôt aux conneries. Alors ça, normalement, c'est quand même pour gérer et prévenir les blessures liées directement à l'escalade. Il faudra peut-être rajouter un chapitre pour les conneries. Voilà, signé Cédric Lachat. Je passe le message aux éditions du Mont Blanc de Catherine Destivelle, donc qui édite ce livre, la Bible de l'escalade. Ma vie à la verticale. Ça, c'est signé Lee Neal, hein, qui a été une icône de l'escalade dans les années 90, la grimpeuse californienne. À l'époque, il n'y avait pas de problème de surfréquentation quand Lee Neal grimpait. C'est l'histoire de sa vie. C'est quelqu'un que vous avez eu l'occasion de rencontrer, Cédric ? Oui, Lee Neal, on la connaît quand même bien, donc c'est... Très bien, même elle fait partie du film d'ailleurs du Futur de l'escalade avec nous. C'est une référence, quoi, Lee Neal. Qui avait pas de problème de fréquentation, mais qui avait un problème aussi des femmes au milieu des hommes. Parce que oui, Lee Neal, elle était toute seule. Ouais. À l'époque, c'était vraiment un ovni, entre guillemets, dans un milieu très masculin. Lee Neal qui a gagné le mondial de l'escalade en 1987, vous savez où ? En Europe, en France. Palais des Sports de Grenoble, et qui est revenu d'ailleurs quelques dizaines d'années après, au Palais des Sports de Grenoble. Elle avait été l'invitée des rencontres ciné-montagne en 2015, si je me souviens bien. Et donc sa vie à la verticale, c'est aux éditions Paulsen-Guérin. Et puis la dernière, ça c'était un petit clin d'œil pour Cédric Rando, bivouac dans les Alpes. Il y a un chapitre sur l'hygiène sauvage. Voilà, c'était pour ça. Et puis il y en a un autre sur les bons comportements. Par contre, il n'y a pas de chapitre sur le
feu en bivouac. Donc, vous pouvez peut-être aussi leur proposer de compléter l'ouvrage avec vos connaissances. C'est sorti chez Glénat. C'est signé Clara Ferrand et Clémence Polge. Et elle propose également 30 bivouacs de rêve pour tous. C'est vrai que ça aussi, le bivouac, ça se développe de plus en plus. C'est hyper agréable d'aller bivouaquer la nuit sur les sommets, notamment autour de Grenoble. Mais ça peut générer aussi des problèmes de fréquentation et d'impact sur l'environnement. On a fait le tour, en tout cas, de la question pour le futur de l'escalade. J'invite les téléspectateurs à guetter ce film sur notre antenne ou dans les passages en festival, ou aller carrément le prendre en VOD. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Puis je vous souhaite de bonnes continuations dans vos projets, dans les profondeurs du gouffre berger pour Monsieur Lachat. Merci beaucoup. Allez, on se retrouve très vite pour d'autres aventures.